Nous allons commencer cette cérémonie à la mémoire de Boris Wilde, chef du réseau de résistance du Musée de l'Homme, à l'occasion de la 5e anniversaire de sa naissance, le 8 juillet 1908. Boris Wilde et ses 6 compagnons d'armes étaient fusillés le 23 février 1942 au Mont Valérien. Et cette cérémonie est pour nous aussi l'occasion de rendre l'hommage à tous ces compagnons qui ont fait la résistance dès le début de l'occupation allemande. Germaine Thion, bien sûr, Paul Rivet et tant d'autres. Ils étaient plus d'une centaine qui faisaient partie du secteur Boris Wilde au Musée de l'Homme. Les 7 fusillés étaient amenés après l'exécution ici, au cimetière d'Ivry. Boris Wilde était parmi les premiers Français à s'opposer au fascisme et à vouloir résister. Après avoir été mobilisé en 1939 dans l'armée française, il est fait prisonnier par les Allemands dans le Jura. Il s'en évade en juin 1940, mais il est blessé, sans papier ni argent. Il veut malgré tout rejoindre Paris. Son retour dans la capitale occupée, parfois dans les trains de marchandises, le plus souvent à pied, lui demande plusieurs semaines et démontre la force de son caractère et sa détermination à lutter. Boris Wilde se dirige tout naturellement vers le Musée de l'Homme où il retrouve ses collègues. Nombreux brûlent comme lui de faire quelque chose d'important pour la France. L'amour pour la France et pour la liberté est leur principale motivation. Plus tard, Boris Wilde écrira dans son journal de prison: quand j'ai vu les soldats allemands à Paris la première fois après mon retour, c'est une douleur physique aiguë au cœur qui m'a appris combien j'aimais Paris et la France. Au mois d'août 1940, son collègue ethnologue Anatole Levitsky est démobilisé. Il rejoint Maurice Wilde et Yvonne Audon, la bibliothécaire du musée. Le noyau dur du groupe Musée de l'Homme est alors formé. D'un accord tacite, Boris Wilde devient la tête pensante du groupe et sa cheville ouvrière. Après la guerre, ses collègues du Musée de l'Homme diront de Boris Wilde qu'il y avait en lui une flamme intérieure et qu'il était un chef né. Selon les historiens, le secteur de Boris Wilde englobe au moins 8 groupes d'une centaine de personnes. Le Musée de l'Homme est le centre névralgique de cette nébuleuse. Mais Boris Wilde, comme Germaine Thion, souhaite voir s'unir toute la résistance de la zone nord et pour finir de la France tout entière. Dès la fin de l'automne 1940, ils œuvrent ensemble au rapprochement entre les 3 secteurs, celui de Boris Wilde, celui de Charles de la Rochère et celui de Paul Hoët. Après la libération, Germaine Thion appellera ce réseau l'un des premiers en France occupé et entièrement structuré dès octobre 1940. Selon elle, elle l'appelle donc Réseau Musée de l'Homme Hoët-Wilde. Boris Wilde et les membres du réseau mènent des activités multiples. Ils aident les prisonniers de guerre et organisent des filières d'évasion. Ils collectent et acheminent les informations militaires destinées aux Anglais. Ils produisent, impriment et diffusent des tracts anti-nazis. Le 15 décembre 1940, le journal Résistance paraît pour la première fois. Elle aura une portée considérable pour tous les Français qui refusent de se soumettre. 5 numéros seront édités entre décembre 1940 et mars 1941.
le 26 mars 1941, Boris Wilde est arrêté par la Gestapo. Après un an de prison et un long procès, le verdict est rendu le 17 février 1942. Accusé d'intelligence avec l'ennemi au sein du complot gaulliste, il est condamné à mort avec 9 autres membres de son réseau. Yvonne Audon, Sylvette Leleu, Alice Simonet, Anatole Levitsky, Pierre Walter, Jules Andrieux, Léon Maurice Northman, Georges Itier et René Sénéchal. Pour les 3 femmes, la peine capitale est commuée en travaux forcés à perpétuité. Durant une semaine, des personnalités comme François Mauriac, Paul Valéry et Georges Duhamel interviennent pour tenter d'obtenir leur grâce. En vain. Le 23 février, vers 17h, les 7 condamnés sont fusillés au Mont-Valérien. Ils tombent en chantant la Marseillaise. Le 3 novembre 1943, Boris Wilde est décoré à titre posthume de la médaille de la Résistance française. Dans la décision signée par le général de Gaulle, il est mentionné que Boris Wilde s'est consacré entièrement à la résistance clandestine dès 1940 et qu'il a donné au cours du procès et devant le peloton d'exécution un magnifique exemple de sang-froid et d'abnégation. Au début de l'année 1933, quand André Gide présente Boris Wilde à Paul Rivet, directeur du Musée de l'Homme, le jeune russe a 24 ans. Il parle couramment 4 langues, le russe, l'allemand, le finnois et l'estonien. Il est titulaire du diplôme de première année de l'université de Tartu en Estonie. Sur le conseil de Paul Rivet, il se lance avec beaucoup d'enthousiasme dans les études linguistiques en s'inscrivant à la Sorbonne et à l'école pratique des hautes études et à l'école nationale des langues orientales. Il suit également les cours de l'Institut d'ethnologie au Musée de l'Homme. Alors que le Musée de l'Homme est encore en chantier, Boris Wilde en sera parmi les collaborateurs les plus actifs dans l'organisation et la mise en place de ce nouveau musée. Germaine Tillion dira de lui que c'était un ethnologue très brillant de premier plan. Paul Rivet le présentera comme un jeune et distingué savant. André Gide parlera de son insigne valeur. Chargé de la section arctique du Musée de l'Homme, Boris Wilde a effectué 2 missions ethnographiques en Estonie et en Finlande. Ceci pour y recueillir des documents concernant la population, c'est tout. Il a participé à la mise en place des expositions permanentes dans la galerie Europe en vue de l'ouverture du musée le 21 juin 1938. Et toujours dans ses activités, parmi ses fonctions, il a contribué à enrichir les collections du musée. Précurseur dans de nombreux champs d'études des peuples finno-ougriens, son travail fut ensuite poursuivi par des ethnologues français, estoniens et russes. Comme il a été dit tout à l'heure, s'étant évadé, il arrive le 5 juillet à Paris et rejoint directement le Musée de l'Homme où, à ce moment-là, il entre en résistance. En effet, pour ne pas exposer sa famille, ses proches, Boris Wilde quitte sa maison de Fontenay-aux-Roses. Il coupe provisoirement les contacts avec sa famille et s'installe à demeure dans son bureau du département Europe au Musée de l'Homme. Entré dans la clandestinité, il porte alors le nom de Maurice. Les activités de propagande auxquelles participent étroitement de nombreux employés du Musée de l'Homme, tels Anatole Levitsky, Yvonne Audon, Paul Rivet,
René Creston, Marie-Louise Joubier. Tous ces travaux débutent par la fabrication et la diffusion de tracts. Ils sont reproduits dans les sous-sols du Musée de l'Homme, sur la vieille Ronéo achetée par Paul Rivet pour son comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Le 15 décembre 1940, paraît pour la première fois en zone occupée un journal de la résistance. L'éditorial du premier numéro, « Résister, c'est le cri qui sort de votre corps », est rédigé par Boris Vildé. Comme le rappelle Claude Aveline en 1946, voilà ce que dit Claude Aveline. Je relis les premières lignes du numéro 1 de Résistance, 15 décembre 1940. L'auteur était Vildé, bien peu d'entre nous le savaient. À Fresnes, il rédige pendant 7 mois son journal. Sur une 60aine de pages, il consigne ses pensées qui révèlent la grandeur d'âme de cet homme d'exception. Jacques Soustel, qui le connaissait bien, parlera en 1947 d'un journal d'une lucidité aiguë, chirurgicale, l'œuvre d'un savant qui, aux portes de la mort, s'observe lui-même sans faiblir. 50 ans plus tard, dans la postface du journal et lettres de prison de Boris Vildé, publié par les éditions Alia, François Pédarida dira qu'à chaque page du journal, l'on sent passer le souffle d'un personnage hors du commun. Dans son discours prononcé le 23 février 1945, au cours de la cérémonie commémorative du Musée de l'Homme, au Musée de l'Homme, Paul Rivet dira de Boris Vildé: « Il a dirigé, il a lutté, il est tombé sans défaillance, sans un regret. Il avait donné sa vie. Quand l'heure de son destin est venue, il a fait face au peloton d'exécution avec un tel courage, avec un tel mépris de la mort, que le triste exécuteur d'une sentence atroce salua sa noble victime. » En guise de conclusion, je vous lis cette phrase écrite par Boris Vildé dans son journal de prison. « J'aime la France. J'aime la France, j'aime ce beau pays et j'aime son peuple. Et pour que la vraie France puisse un jour revivre, il faut des sacrifices. Ainsi, jusqu'au bout, son engagement n'a pas faibli. » Alors j'ajouterai que Tatiana Fougal, ici, chercheuse au Musée de l'Homme, peut-être que certains ne le savent pas, mais a conçu une exposition sur précisément Boris Vildé. Boris Vildé, chef du réseau de résistance du Musée de l'Homme. En signe de lien de mémoire, la couronne sera déposée par les petits-neveux de Boris Vildé. Je passe la parole à Marianne de Mayenbourg, qui représente ici la famille Loth-Vildé. Voilà, je souhaiterais associer à l'hommage qui est rendu aujourd'hui à Boris, son épouse Irène. Irène qui devint veuve à 32 ans. Je suis émue de vous parler de moi. Et Irène qui toute sa vie vécut dans le souvenir de Boris et jamais elle ne s'est remise de sa disparition. Lorsque j'ai fait la connaissance d'Irène, elle était déjà âgée et je regrette aujourd'hui de ne pas avoir osé lui poser toutes les questions sur Boris et sur sa vie avec Boris. Elle était grande, très mince, d'une blondeur exceptionnelle. Elle avait une élégance naturelle qui la rendait intimidante. Sa mauvaise vue lui donnait une démarche étrange
Et elle avait quelque chose, on peut dire, d'éthéré, de délicat. On avait l'impression qu'un souffle de vent aurait pu la briser. Mais sous cette fragilité, elle cachait un grand courage, une forte détermination pour défendre ses idées et ses convictions. Elle apprenait le russe et elle cherchait un correspondant. Elle cherchait à parfaire son apprentissage et elle avait mis une petite annonce dans un couloir de la Sorbonne. Elle avait dit « Échange conversation de français contre conversation de russe ». Boris, lui, cherchait à perfectionner son français. Il répondit à l'annonce et de conversation en conversation, ils se marièrent. La cérémonie fut célébrée à Fontenay-aux-Roses, où habitait la famille Lotte. Boris entrait dans une famille qui lui convenait tout à fait, d'une part parce que c'était une famille d'intellectuels, et d'autre part parce que sa belle-mère Mira, la mère d'Irène, était originaire comme lui de Saint-Pétersbourg. Lundi, le 23 février 1942. Ma bien-aimée Irène chérie, pardonnez-moi de vous avoir trompé quand je suis redescendue pour vous embrasser encore une fois. Je savais déjà que c'était pour aujourd'hui. Pour dire la vérité, je suis fière de mon mensonge. Vous avez pu constater que je ne tremblais pas et que je souriais comme d'habitude. Ainsi, j'entre dans la vie en souriant, comme dans une nouvelle aventure, avec quelques regrets, mais sans remords ni peur. Vous savez combien j'aime vos parents, qui sont devenus mes parents. C'est à travers des Français comme eux que j'ai appris à connaître et à aimer la France, ma France. Que ma fin soit pour eux un orgueil plutôt qu'un chagrin. Il ne faut pas que notre mort soit un prétexte pour une haine contre l'Allemagne. J'avais agi pour la France, mais non contre les Allemands. Ils font leur devoir comme nous avons fait le nôtre. Qu'on rende justice à notre souvenir après la guerre, cela suffit. D'ailleurs, nos camarades du Musée de l'Homme ne nous n'oublieront pas. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. D'ailleurs, bientôt, il est temps. J'ai interviewé quelques-uns de mes camarades. Ils sont bien. Cela me fait plaisir. Mon amour, Zvierik chéri, une immense tendresse. Monte vers vous du fond de mon âme. Je vous sens auprès de moi. Je suis entourée de votre amour, de notre amour qui est bien plus fort que la mort. Ne regrettons pas le pauvre bonheur. C'est si peu de choses à côté de notre joie. Comme tout est clair, l'éternel soleil de l'amour monte de l'abîme de la mort. Ma bien-aimée, je suis prêt, j'y vais. Je vous quitte pour vous retrouver dans l'éternité. Je bénis la vie qui m'a comblé de ses présents. Toujours votre Boris. Et enfin, pour terminer vraiment cette cérémonie, on va accomplir un petit rituel à la russe. Et je vais passer parmi vous pour partager le pain communiel comme les Russes le font sur les tombes de leurs morts. J'arrive tout de suite.